des assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé de moins de 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Le Burkina Faso traverse l'une des plus graves crises sanitaires de son histoire. Dans cette période d'incertitude liée à l'épidémie du Covid-19, il faut des réponses à toutes les questions des populations, tant celles qui concernent le quotidien et le travail, que celles sur le virus et la maladie ou encore sur la marche du monde. Depuis les premiers cas enregistrés le 9 mars 2020, le nombre d'infections ne fait que croître. Nous avons à la date d'aujourd'hui 261 cas, 32 guéris et 14 décès malheureusement. Face à l'augmentation des cas de contamination au coronavirus et en l'absence de vaccins et de traitements validés, le seul antidote contre le coronavirus demeure la prévention individuelle et collective. Au regard de la capacité d'accueil des centres de santé et du mode de transmission du virus, les populations doivent tout mettre en œuvre pour interrompre la transmission communautaire du coronavirus au Burkina Faso. Le défi actuel, c'est de miser sur la limitation des contacts et des déplacements afin d'endiguer la pandémie de coronavirus et de protéger les personnes les plus fragiles. Car si la majorité des malades se remettent sans séquelles du Covid-19, certaines rencontrent de graves complications pouvant aller jusqu'à la mort. Mais qui sont ces personnes qui contractent des formes graves du coronavirus? Ce sont des personnes considérées comme à risque. Il s'agit notamment des personnes âgées, les personnes présentant des difficultés respiratoires, les personnes ayant des pathologies préexistantes, les femmes enceintes, etc. Coronavirus et personnes vulnérables, c'est le menu de ce numéro de Santé Mag. Et pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau professeur Zekiba Tarnagda, médecin vétérinaire virologue. Il est le directeur de recherche à l'IRSS, CNRST, Mesri, responsable du laboratoire national de référence grippe en charge du diagnostic du Covid-19. Avec moi également, professeur Jean-Gabriel Wango. Professeur Wango est psychiatre, psychogériatre, président de l'association de gériatrie et de géontologie. Et puis, docteur Arnaud Dienguéré, médecin infectiologue au CHU Bogodogo. Il est responsable de la prise en charge médicale des patients du Covid-19 au sein de la coordination. Bonsoir, monsieur, et merci d'être sur ce plateau. Bonsoir. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Participez à votre émission en appelant au 25 40 79 03. Docteur Dienguéré, où en est-on avec l'épidémie du Covid-19 dans le monde et au Burkina Faso? Merci Madame Darou. La maladie à coronavirus au Burkina Faso, c'est 261 cas, pardon. On a 15 décès et bien sûr 32 personnes qui sont guéries. Aujourd'hui, les patients sont pris en charge au niveau de l'hôpital de Tengango, du CHU Tengango, et puis bien sûr au niveau de la clinique Princesse Sarah. Il faut dire que pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui confirmées et qui ont eu des contacts, bien sûr, il y a des équipes qui s'attellent à ce qu'on puisse retrouver chaque contact. Et aujourd'hui, il y a près de 1800 contacts qui ont été listés et qui sont suivis pendant 14 jours pour savoir si ou pas ils ont été confirmés. Professeur Wango, le coronavirus sème la panique avec cette pandémie, pourtant avec son cortège de décès. Pourtant, les spécialistes disent que c'est une infection bénigne qui touche, en tout cas, 80% de cas sont guéris, donc avec quelques cas seulement de décès. Mais pourquoi comment expliquer cette tragédie mondiale? Pourquoi autant de décès à travers le monde? Je vous remercie. Avant toute chose, permettez-moi au nom de mes collègues et moi-même de remercier tous les agents de santé pour leurs sacrifices et souvent des sacrifices
qui sont accompagnés d'une peur extrêmement importante à leur propre niveau. Je voudrais aussi avoir une pensée à tous ceux qui sont décédés par ce virus, à leurs familles, et dire que nous sommes ensemble dans le même bateau, il faut qu'on se parte ensemble. Pour en revenir à votre question, vous savez, toute situation d'urgence, que ce soit urgence sanitaire, urgence de guerre ou autre, entraîne forcément des réactions de peur. Et le gros mot, c'est la peur. Et cette peur, elle est individuelle et elle est collective. Individuelle parce que chacun a peur de contracter la maladie et de la transmettre à sa famille. Individuelle parce que c'est chacun, celui qui a un petit rhume, il se dit je suis proche de la mort. Et individuel aussi parce que, n'est-ce pas, les soignants, pour parler d'eux, sont dans une atmosphère d'inquiétude extrêmement importante. Inquiétude qui fait que eux-mêmes ont cette peur-là et la peur rejaillit sur l'ensemble des populations. Ce n'est pas seulement les populations burkinabées, c'est les populations du monde en général. Et parce qu'en cas d'urgence, c'est cela, surtout urgence mortelle. Et le coronavirus, c'est une urgence mortelle qui atteint chacun et qui atteint tous. Professeur Tarnagda, parlez-nous de la mutation de l'animal à l'homme. Je vous remercie. Je pense que professeur Wango a déjà, en tout cas, planté le décor. Et je voudrais dire ici que les coronavirus ne sont pas des virus nouveaux. Depuis 1930, les coronavirus circulent chez les animaux. Et ce n'est qu'en 1960 qu'on a pu, en tout cas, détecter les premiers coronavirus chez les humains. Alors actuellement, je suis bien sûr du laboratoire national de référence grippe qui a en charge le diagnostic du Covid. Déjà, dans notre laboratoire, nous, on détectait en routine le coronavirus 229E, l'OC43, le NL63. Tous ces coronavirus avaient été découverts en 1960. Ensuite, en 2004-2005, on a découvert le HKU1, qui sont tous ces quatre des coronavirus d'importance médicale. Par la suite, en 2002-2003, le SRAS ou encore le syndrome respiratoire aigu sévère a secoué le monde entier parce qu'il y avait 8000 cas en Chine, dont 800 décès. L'autre intermédiaire de ce virus serait donc la civette, qui est un animal. Et voilà, le SRAS. Maintenant, en 2012, il y a le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qu'on appelle le MERS coronavirus, qui aussi a secoué le monde entier et qui est pratiquement endémique en Arabie Saoudite, où nos parents vont pour le Hajj, etc., etc. Alors, cette année, ou du moins en 2019, le Covid-19 est apparu. Et ça fait le 8e coronavirus. Mais il faut dire que nos populations, avec la poussée démographique, les gens sont allés débroussailler les forêts pour construire leurs maisons, pour faire des industries, et les animaux, les insectes et les humains cohabitent. Alors, nous sommes allés déloger ces virus qui étaient tranquilles dans leur biotope. Et c'est ce qui fait que si certains virus se retrouvent ensemble dans un ordre bien donné, il y a ce qu'on appelle un réassortiment. Et quand le réassortiment est mineur, on parle de drift. Et quand il est majeur, on parle de shift. Je pense que le cas du Covid, c'est un cas de shift. Il y a eu une cassure du génome et cette cassure a amené un virus pandémique, un virus émergent et qui secoue le monde entier aujourd'hui. Merci. Quelle est la particularité des symptômes du Covid-19 chez
les personnes vulnérables, Dr Djingiri? D'une manière générale, les symptômes du Covid sont les mêmes. C'est d'abord la fièvre, qui est le symptôme qui s'exprime le plus souvent. Il y a la toux, il y a l'angine, il y a bien sûr des douleurs dans la poitrine, et puis les difficultés respiratoires. Il y a d'autres études qui nous rapportent qu'il y a des patients qui ont des problèmes digestifs, notamment une diarrhée, des nausées, des vomissements, et certaines études qui montrent qu'il y a des patients qui ont des problèmes neurologiques. Donc d'une manière générale, les symptômes sont les mêmes. Seulement, c'est le niveau de gravité qui peut différer selon les personnes. Une personne qui a une maladie préexistante, comme vous l'avez dit au début, un diabète, une hypertension artérielle, une personne qui a une maladie pulmonaire chronique qui existait donc déjà, notamment un asthme ou une maladie ou un cancer pulmonaire, ou des personnes qui ont fumé longtemps avec des poumons qui sont complètement abîmés. Donc toutes ces personnes ont le risque ou encore un risque majoré de faire des formes beaucoup plus graves. Voilà. Comment fait la différence entre l'infection au coronavirus et un rhume ordinaire, professeur Tarnakda? Alors, docteur Djingiri a déjà donné la définition du Covid. Et généralement, nous parlons de rhume, ce que nous appelons grippe ou influenza. Et nous savons qu'il faut qu'il y ait soit une fièvre ou une histoire de fièvre, il faut la toux, il faut un mal de gorge. C'est ça la définition OMS de la grippe ou de l'influenza. Alors nous nous basons sur cette définition pour faire la surveillance de la grippe, une surveillance des syndromes grippaux, une surveillance des infections respiratoires aiguës sévères, et chaque semaine nous donnons les résultats au ministère de la Santé à travers la DPSP et à l'OMS, ce qui nous permet de saisir s'il y a un virus émergent de ce domaine. Voilà. Donc, les symptômes... au départ, les symptômes sont les mêmes. Les symptômes sont les mêmes, mais ici, le Covid, sa particularité, c'est que ça se propage vite, ça diffuse très rapidement, et en tout cas, mais dans la surveillance que l'OMS propose, nous allons dans nos sites où nous surveillons déjà les syndromes grippaux et les infections respiratoires aiguës sévères, essayer, parmi ces patients, de voir s'il y en a qui font le Covid. Et combien de temps, quelle est la durée de vie du virus? Combien de temps le virus peut survivre en dehors d'un organisme humain? Alors, le virus, il a 9 jours sur des surfaces inanimées, c'est-à-dire le métal, le verre, le plastique, mais il peut s'inactiver facilement dès qu'il est à 56 degrés. En moins de 2 heures, il va s'inactiver. Il peut s'inactiver à 56 degrés. Voilà. Alors, j'entends des gens qui disent qu'à 20 degrés, il va mourir. Alors, notre organisme est à 37 degrés. Pourquoi il arrive donc à provoquer cette infection et à provoquer des maladies? Donc, il faut dépasser cette façon de comprendre. Il peut s'inactiver en 1 minute avec 62%, 71% d'éthanol. Il peut s'inactiver également à 0,5% de peroxyde d'hydrogène, ce qu'on appelle communément l'eau oxygénée, que les jeunes filles utilisent pour blanchir leurs cheveux. Il peut également s'inactiver à 0,1% si on utilise l'hypochlorite de sodium ou encore l'eau de javel, ce qui est très intéressant. Il y a également les rayons ultraviolets et les rayons laser qui peuvent tuer le virus en quelques secondes. C'est ce que nous utilisons dans nos laboratoires quand nous faisons le diagnostic. Après, on allume ces rayons UV ou laser, s'il y en a, et on laisse pendant 1 heure, 2 heures de temps pour vraiment tuer le virus s'il était là. Je vous remercie. Nous allons revenir sur les personnes vulnérables. En quoi ces personnes sont vulnérables, Dr Djingiri? La notion de personnes vulnérables est d'abord à contextualiser. C'est un ensemble d'études qui montrent en fait qu'il y a certains qui ont beaucoup plus de risques de faire des formes plus graves et de décéder que d'autres personnes. Jusque-là, la maladie à coronavirus est une maladie nouvelle. C'est une maladie, pour l'instant, qui a été très bien documentée dans les pays asiatiques, européens, donc les pays occidentaux, mais chez nous encore peu. Certainement que les études qui vont être faites chez nous vont peut-être découvrir d'autres facteurs de risque. Alors, en plus de ce que j'ai cité, notamment les personnes diabétiques hypertendues, ce qui a été reconnu comme étant les facteurs de vulnérabilité ou de gravité, c'est bien sûr l'âge,
C'est bien sûr les cancers, c'est bien sûr les patients qui sont dialysés. Voilà, plein d'autres facteurs qui peuvent bien sûr compromettre la vie d'une personne. Encore, je dis encore, il est essentiel vraiment qu'on puisse contextualiser. Et certainement qu'avec les premiers cas qui ont commencé à apparaître en Afrique, avec bien sûr le Burkina qui est parmi les pays les plus touchés, on pourra bien sûr mieux établir quels sont les facteurs de vulnérabilité chez les patients. Mais il faut retenir que c'est tout ce qui peut fragiliser un individu. Une maladie préexistante chez quelqu'un, chez une personne qui contracte le coronavirus peut facilement décompenser, donc se déséquilibrer et puis bien sûr se compliquer davantage. D'accord. Qu'est-ce qui expose les personnes âgées dans nos contrées, professeur Wango? Bon, les personnes âgées sont particulièrement vulnérables pour des raisons diverses. Surtout dans nos contrées et surtout au Burkina, elles n'ont pas la bonne information. C'est-à-dire que les uns et les autres cherchent les informations et les personnes âgées ne s'informent pas vraiment. Quand on parle de confinement, elles se confinent, mais elles restent tranquilles chez elles. Elles ne s'occupent pas vraiment de ce qui se passe tout autour. Il y a aussi que les personnes âgées ont des maladies chroniques. Vous savez, les maladies dont ils parlent, le cancer, les pneumopathies chroniques, les cardiopathies chroniques, les problèmes rénaux, la plupart du temps surviennent chez les personnes âgées. C'est à partir d'un certain âge que l'on a ces problèmes-là. Et malheureusement, ce sont des pathologies, des maladies qui affaiblissent l'immunité des personnes âgées. Plus qu'ailleurs, déjà même, l'âge diminue les capacités de réaction aux maladies. Alors, donc, il y a beaucoup de maladies qui fragilisent la personne âgée. Mais au Burkina Faso, il y a quelque chose qu'il faut quand même souligner. Les personnes âgées consultent peu. J'ai fait moi-même faire une recherche à l'hôpital Yalandou, puis dans la ville de Ouagadougou, et nous nous étions rendus compte à l'époque que on a très peu de personnes âgées qui consultent. Et cela est dû à quoi? C'est dû au fait que d'abord la personne âgée elle-même n'a pas cette tendance-là à demander à ce qu'on l'amène pour qu'on le soigne. On se dit c'est une maladie, c'est des maladies de vieux, et que bon, je ne veux pas fatiguer les enfants, ils ont des problèmes d'argent, etc., etc. Ensuite, les enfants eux-mêmes n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Quitter le boulot, venir prendre la personne âgée, aller voir un spécialiste et tout, c'est rare. Et malheureusement, en plus, les personnes âgées ont une mobilité limitée, ce qui fait que on les voit pas beaucoup. Malheureusement, ils sont là. On a beaucoup de personnes âgées. Ils ne consultent pas ou ils consultent tardivement au dernier moment, que ce soit pour un cancer de la prostate ou une cardiopathie décompensée ou autre, c'est tard. Et si le coronavirus s'ajoute à ça, ils vont attendre à la maison jusqu'au dernier moment et quand on les amène... On sait que c'est un rhume. Oui, on s'est dit que c'est un rhume. Bon, ils tous bof. Chez les vieux, c'est des choses qui arrivent de temps en temps. On ne s'émeut pas. Et malheureusement, on les amène tard et ils décèdent. C'est en partie ce qui fait que c'est comme ça. Hein. On n'est pas trop anxieux quand il s'agit d'une personne âgée. Et on est beaucoup plus anxieux pour les adultes et pour les enfants. C'est ça qui fait aussi la particularité de la vulnérabilité des personnes âgées. Voilà. On a également cité les personnes diabétiques. Qu'est-ce que ces patients doivent faire face au coronavirus, Dr Yengere? Un diabétique doit d'abord très bien prendre son traitement. Ça, c'est une chose qui est essentielle. Ensuite, il faut savoir que du fait de la maladie, le diabète peut se déséquilibrer. Et c'est ce qui se passe le plus souvent. On a donc la maladie elle-même à gérer. Et deuxièmement, on a le diabète déséquilibré qui est à gérer. Donc un diabétique, pour pouvoir d'abord bien se prémunir de la maladie, doit s'arranger à ne pas fréquenter les milieux publics. Donc les lieux publics, à ne pas vraiment fréquenter les personnes qui sont susceptibles d'être malades ou les personnes même contacts.
une personne diabétique doit s'arranger à bien se protéger contre la maladie. Et le meilleur conseil qu'on peut donner à une personne diabétique aujourd'hui, plutôt diabétique, c'est qu'elle soit confinée chez elle aujourd'hui. Je dis encore, le traitement pour une personne diabétique est un élément qui est vraiment très important. On le voit aujourd'hui, le plus souvent les patients qu'on reçoit et les patients chez qui ça se passe mal, ce sont les patients qui le plus souvent n'ont pas un statut diabétique qui est bien contrôlé. Il y a également les malades cardiaques et insuffisants respiratoires. Comment eux doivent se comporter? C'est la même chose. Pour le coronavirus, c'est un virus qui est particulier. C'est un virus, bien sûr, qui est aussi susceptible de pouvoir dégrader l'état cardiaque d'une personne. Mais le virus est particulier parce qu'il attaque lui-même le cœur. Donc, plusieurs facteurs font que le cœur peut effectivement souffrir chez une personne qui a la maladie. Dans ces situations, aussi bien chez une personne qui est cardiaque que chez une personne qui est diabétique, lorsque la personne commence à présenter des symptômes, il faut immédiatement consulter. Il n'est pas question qu'une personne diabétique, une personne insuffisante respiratoire, une personne qui présente des maladies cardiaques ou toute autre comorbidité, et même l'âge, comme l'a souligné le professeur Wango, reste chez elle lorsqu'elle sent quelques symptômes, même de suspicion. Donc il est vraiment essentiel que ces personnes puissent consulter au plus tôt. Et ça, c'est un gage de bon, comme on dit dans notre jargon, de bon pronostic, d'une issue favorable de la maladie chez la personne. Selon une étude réalisée en Chine, le coronavirus touche aussi les enfants. Plus de 700 cas d'enfants ont été testés positifs au Covid-19. Parmi ces cas positifs, malheureusement, on note un décès. Selon les spécialistes, ce décès est lié à d'autres facteurs connexes comme le diabète, la cardiopathie ou d'autres maux qui affectent les défenses immunitaires. Le Covid-19 se rencontre aussi chez les femmes enceintes, mais à ce niveau, aucune étude ne montre que la maman qui est infectée du Covid-19 pourrait contaminer le fœtus. Cependant, la fièvre que provoque la maladie pourrait affecter la future maman et cela pourrait même aboutir à la mort du fœtus. Le reportage de Ismaël Diloma Sirima. Les enfants sont bel et bien susceptibles de contracter le coronavirus. Selon les statistiques recueillies en Chine entre janvier et février 2020, sur 2143 enfants suspectés, 731 ont été testés positifs au coronavirus, avec malheureusement un décès. Selon cette même étude, 97% de ces cas positifs d'enfants au coronavirus ne présentaient aucun des signes de la manifestation de la maladie. Il y avait 8 cas sévères, disons des cas très graves qui ont été pris en charge dans les services de réanimation, dans les services de soins intensifs, dans les conditions optimales, à savoir en tout cas tout ce qu'il faut pour l'assistance respiratoire. Sur les 8 cas qui étaient vraiment des cas graves, avec des femmes, il y a eu 0 décès. Ces chiffres pourraient croître avec les cas isolés de décès d'enfants enregistrés en Europe et aux États-Unis du fait du coronavirus. Cependant, selon le professeur Yé, les raisons des décès d'enfants de ces cas isolés doivent être bien recherchées. Il va sans dire aussi que ça nécessite une analyse plus approfondie. De la manière dont on voit chez les adultes, que si ça survient sur un terrain particulier, où il y a déjà une pathologie grave, en tout cas le pronostic n'est pas bon. Donc ces enfants qui sont décédés, le décès survient dans quel contexte? Parce qu'il y a des enfants qui peuvent aussi être diabétiques, qui peuvent avoir des cardiopathies, qui peuvent avoir d'autres problèmes. Est-ce que c'est sur des terrains particuliers? En Afrique, nous tenons compte de notre contexte qui est particulier. Parce que bon, les données qui ont été fournies, on analysera encore quel était, en Asie par exemple, quel était l'état nutritionnel de ces enfants. Est-ce qu'ils étaient tous bien nourris? Est-ce qu'ils avaient des terrains immunodéprimés? Est-ce qu'il y avait d'autres facteurs de risque? Parce que dans notre contexte ici, n'oublions pas cela. On a des enfants qui sont malnutris, qui ont des carences sur le plan nutritionnel. On a des enfants qui sont des terrains immunodéprimés avec l'infection à VIH. On a des enfants qui sont anémiés. Donc j'invite tout un chacun, toutes les équipes de prise en charge pédiatrique à rester vigilants de façon globale, mais surtout avoir beaucoup d'attention pour ces enfants qui sont des terrains particuliers. Le mode d'infection des enfants par le coronavirus est le même que chez les adultes.
Néanmoins, les médecins estiment qu'une maman infectée peut toujours allaiter son bébé car le coronavirus n'est pas localisé dans le lait maternel. Mais pour une telle opération, la maman infectée doit prendre un bon nombre de mesures. Tenant compte des modes de contamination connus, à savoir le contact direct, l'élimination des gouttelettes, donc ces mères doivent prendre des précautions nécessaires pour se protéger, avec des masques qu'il faut mettre pour ne pas contaminer le nouveau-né. Donc bonne protection par les masques, lavage des mains au savon et à l'eau, ou bien les gels, et en tout cas bien nettoyer en tout le matériel, tout l'équipement autour du nouveau-né qui doit rester propre. Pour les femmes qui attendent un bébé, il n'y aurait pas de risque de contamination du fœtus parce que le coronavirus ne se transmet pas par le sang. À ce jour, je parle sous la réserve d'études qui prouvent le contraire. Et la transmission n'est pas sanguine. Les échanges entre la mère et le fœtus se font à travers le placenta. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas retrouvé de virus dans le placenta. Il en est de même que dans le lait maternel, si bien que la transmission de ce Covid, de ce virus, pendant la grossesse n'a pas été prouvé scientifiquement. Cependant, lorsqu'une femme enceinte contracte le coronavirus, les complications que cela entraîne pourraient profondément affecter le fœtus. Une femme positive, testée positive au coronavirus, a un risque d'abord maternel parce qu'il y a la morbidité liée au coronavirus. Et sur le fœtus, il y a l'hyperthermie, c'est-à-dire l'augmentation de la température corporelle qui pourrait entraîner une souffrance fœtale. Et parfois, cette souffrance fœtale peut être très grave et même entraîner une mort du fœtus in utero. Donc la femme elle-même, si elle a en plus une comorbidité, si elle est hypertendue, si elle a un diabète, si elle a une immunodépression liée à l'infection à VIH, elle pourrait, en fait, son état pourrait s'aggraver et par conséquent aggraver l'état de son fœtus. Pour éviter toutes ces complications, les mesures de prévention contre le Covid-19 doivent être de rigueur. Les médecins conseillent également d'éviter au maximum les déplacements. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Professeur Tarnagda, vous voulez réagir par rapport au reportage? Oui, nous avons vu un reportage et peut-être que ce reportage a été fait bien avant, il y a quelques jours, mais il y a un article du Journal of American Medical Association pédiatrique qui a été publié le 26 mars, qui a fait une étude où il y a 33 femmes enceintes qui étaient contaminées par le Covid-19 et il y a eu une transmission à leur fœtus et à l'accouchement, il y a eu des problèmes de santé pour les bébés. Alors, les 3 bébés sont tous des garçons. Le premier est un bébé qui est né prématurément à 31 semaines de grossesse. Le deuxième était fiévreux et il était léthargique. Le troisième faisait même une pneumonie. Donc, avec toute l'assistance médicale, on a pu sauver ces 3 bébés. Mais il faut dire que ça fait quand même 9% de femmes enceintes qui ont pu transmettre le virus à leur bébé. Donc la rigueur est de mise. Il faut qu'il y ait des précautions particulières pour les femmes enceintes. Il faut signaler aussi que les études sont toujours en cours. Donc c'est un virus qu'on ne connaît pas très bien. Donc les recherches continuent. Donc les données peuvent changer du jour au lendemain. C'est ça. Ok. Et nous allons revenir sur le diagnostic. Parlons-nous du processus de dépistage, professeur Tarnagda. Ok. Le diagnostic, il faut d'abord comprendre un peu la structure du virus. Le virus, il a ce qu'on appelle des protéines structurelles et des protéines non structurelles. Au titre des protéines structurelles, nous avons des protéines de l'enveloppe
qui portent des essayer gènes. de parler en français facile, même si c'est très difficile. Oui, bon, on va essayer de se faire comprendre. Il y a des gènes de l'enveloppe, qu'on appelle de E, parce que ça vient de l'enveloppe. Des gènes de l'enveloppe également qu'on appelle S, parce que ça vient des spicules de l'enveloppe. Il y a des gènes de la membrane du virus qu'on appelle gène M et des gènes N de la nucléocapside. Donc ça, ce sont les protéines structurales. Alors, il y a des protéines non structurales qui sont numérotées de 1 à 16 et c'est la protéine qui a beaucoup d'importance, c'est la protéine structurale numéro 12. Parce qu'en son sein, il y a une enzyme qu'on appelle la RNA dépendante RNA polymérase qui doit déclencher la multiplication du virus. Alors, les tests sont basés sur le fait que si nous trouvons un de ces gènes, on sait qu'il y a un coronavirus. Mais pour savoir que c'est le nouveau coronavirus, il faut qu'on trouve cette enzyme-là qui déclenche la réplication. Donc, au laboratoire national de référence grippe, nous faisons une RT-PCR en temps réel, c'est-à-dire que les échantillons nous arrivent de Ouagadougou avec déjà la définition des cas qui a permis de prélever et nous essayons d'extraire l'acide nucléique qui est l'ARN pour ce virus et nous procédons maintenant à l'amplification pour pouvoir voir dans un appareil qu'on appelle ABI 7500 FAST. Alors ensuite, une fois que nous traversons la première étape, nous détectons le gène E, tous les positifs au gène E seront donc confirmés à l'enzyme qui est vraiment spécifique au nouveau coronavirus, la RDRP. Alors, pour ce travail, il y a des jeunes gens qui font ce travail avec moi. Je ne suis pas seul. Je vais parler de Mme Kone Sissé Assama. Je vais parler de Zampa Odile, de Kwamar Alekba, de Sonda Diane, Ilbudo Kader, Saoudro Madi. Il y a aussi Kiere Eric, Sugus Charles, Kone Sidonie et un jeune Gabonais que j'appelle affectueusement mon jeune frère Gabonais. Donc ces jeunes-là travaillent de nuit comme de jour pour qu'on ait le diagnostic, pour qu'on ait les résultats tous les jours que le coordonnateur a l'honneur de publier pour que la population soit au courant. Justement, pourquoi n'existe pas un plateau diagnostic à Ouagadougou, ce qui aurait permis de gagner plus en temps dans la gestion de cette maladie, parce que les échantillons sont prélevés à Ouagadougou, la plupart à Ouagadougou, et acheminés à Bobo. Pas moins de 6 heures quand même de route. C'est ça. Pourquoi il n'y a pas de plateau de diagnostic à Ouagadougou? Alors, le laboratoire national de référence grippe est bien localisé à Bobo de Lasso, à l'Institut de recherche en sciences de la santé, direction régionale de l'Ouest. Alors, ça veut dire que depuis 2009, ce laboratoire a été identifié parce que dans un premier temps, nous avons fait le diagnostic de la grippe aviaire par biologie moléculaire en 2006. Par la suite, en 2009, nous avons fait le diagnostic par biologie moléculaire également de la grippe pandémique de 2009. Nous avons également fait le diagnostic de la dengue en 2014 et en 2016. Alors donc, ce laboratoire a acquis une certaine expérience et nous a confirmé comme laboratoire national de référence pour la grippe et les autres pathogènes respiratoires. Maintenant, nous avons vu qu'avec les virus émergents, Ouagadougou est une porte d'entrée importante à cause des avions qui y descendent et c'est un carrefour en Afrique de l'Ouest. Nous avons donc écrit un projet pour faire le même type de labo à Ouagadougou. Et il y a 2 ans de cela, toutes les parties sont d'accord, les partenaires techniques et financiers, le ministère de la Santé, le personnel du laboratoire, pour faire le 2e plateau à Ouagadougou. Ça fait 2 ans que nous essayons. On a même envoyé 2 tiers du matériel à Ouagadougou, mais malheureusement, il fallait qu'un expert quitte l'Afrique du Sud pour venir installer les nouveaux appareils et calibrer les anciens et pouvoir commencer les analyses à Ouagadougou. Et nous sommes tombés sur cette épidémie de Covid. Mais le plateau technique, il sera prêt
on attend l'expert. Ce sera après le Covid-19? Non, ça ne peut pas être après le Covid-19 parce que les gens s'acharnent actuellement et nous avons essayé, sous notre supervision, de voir quels sont les plateaux techniques au niveau de Ouagadougou qui peuvent faire ce diagnostic. Il n'est pas très compliqué. On a déjà identifié 2 laboratoires qui vont commencer le diagnostic du Covid demain. Si ça marche, vraiment, on aura un plateau technique à Ouaga qui va faire le diagnostic du Covid. Là, ça pourrait aller plus vite. Ça pourra aller plus vite. Et combien de prélèvements vous sont soumis par jour? Ça dépend des jours. Et je vais dire que le 9 mars, il y avait 2 prélèvements. Le 23 mars, on était déjà à 43. Le 25 mars, on a eu 81 prélèvements. Le 29 mars, il y avait 100 prélèvements. Le 30 mars, c'est 55. Aujourd'hui, le 31 mars, nous sommes à 93 prélèvements. Donc ça varie selon qu'il y a des cas, selon que Tengambogo appelle et les équipes d'intervention rapide vont faire les prélèvements, on nous envoie beaucoup et nous analysons. Nous allons maintenant parler de traitement, Dr Djenguéré, avec l'efficacité de la chloroquine en question. Est-ce que le Burkina vient de mettre en marche son unité de production? Est-ce à dire qu'avec la chloroquine, on peut dire que le Covid-19 est déjà vaincu? Je voudrais d'abord saluer le grand effort et toute l'énergie qui a été mise par Madame la ministre et puis bien sûr la directrice générale de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique pour qu'on puisse récupérer le maximum de traitements d'hydroxychloroquine ou de chloroquine plus azithromycine qui étaient dans les pharmacies afin de les mettre à disposition des patients. C'est un traitement qui aujourd'hui fait beaucoup polémique. Vous avez certainement vu à travers les médias qu'on dit le traitement efficace parce qu'il réduit la durée de jours de production du virus sur la personne, et ce qui est pour conséquence, bien sûr, la réduction de la durée de transmission. Donc on a moins de transmission lorsqu'on utilise la chloroquine. En termes clairs, on va dire que ça a une efficacité, parce qu'on a beaucoup plus de chances de survie avec la chloroquine, selon certaines études, mais il y a aussi le revers de la médaille. Il y a aussi les conséquences négatives de l'utilisation de la chloroquine qui peuvent survenir. Et ça, pour l'instant, ça a été peu documenté. De toute façon, nous, au Burkina Faso, avec bien sûr l'autorisation des autorités, on a entrepris de traiter les patients graves pour l'instant. Et bien sûr, toutes les mesures sont en train d'être prises pour que dans les jours prochains et très bientôt, toutes les personnes Covid positives soient traitées par la chloroquine plus azithromycine. C'est le schéma que nous avons choisi au Burkina Faso. Il y a plusieurs autres schémas. Ce traitement doit être encadré par bien sûr un travail nécessité de surveillance des patients pour voir effectivement quel est le niveau d'efficacité du traitement, mais pas seulement quel est le degré de tolérance en termes d'effets indésirables qui peuvent survenir chez les patients. Donc c'est un traitement que nous avons actuellement et qui bien sûr est utilisé aussi bien au niveau du CHU Tengambogo qu'au niveau de la clinique légionnaire. D'accord. Donc pour le moment, c'est les sujets graves qui sont traités avec la chloroquine. Pour le moment, c'est les sujets graves qui sont traités avec la chloroquine. D'accord. Ok, allez-y, professeur. Effectivement, docteur Djenguéré a tout dit sur la chloroquine. On a vu le professeur Raoul en France qui a dit que c'est la fin de la partie parce que la chloroquine s'est avérée en tout cas efficace contre le Covid-19. Alors, nous, les chercheurs du CNRST, du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l'innovation, en partenariat avec le ministère de la Santé, ont décidé de mener une étude pour utiliser et la chloroquine et l'hydroxychloroquine, parce que l'hydroxychloroquine est moins toxique que la chloroquine. Et c'est un plus, parce qu'il n'y a pas d'évidence scientifique de tout ce que les gens disent, que la chloroquine est toxique, que ça ne peut pas soigner. Donc, nous pensons que les chercheurs doivent prouver et avoir l'évidence scientifique en menant cet essai clinique au niveau du Burkina. Ça serait une première que des équipes du Sud entières prennent à bras un problème et en ce moment, nous allons savoir si cette molécule-là est efficace contre le Covid ou pas.
Mais il y a des essais cliniques qui sont effectués aussi dans d'autres pays. Oui, il y a des... Si eux sont en avance sur nous, est-ce qu'on ne peut pas déjà profiter de leurs résultats au lieu d'attendre nos résultats? Voilà. Qui vont venir un peu plus tard. C'est pourquoi le docteur Dendere disait que déjà, ils sont en train d'utiliser. Mais nous, notre étude viendra renforcer. Voilà, et prouver vraiment scientifiquement. Parce qu'on ne va pas travailler à l'aveugle, alors que nous avons des chercheurs chevronnés qui peuvent mener cet essai clinique. D'accord. Est-ce que les antibiotiques sont efficaces dans le cadre du Covid-19? L'antibiotique, par sa définition, ça veut dire contre la vie, et les antibiotiques sont dirigés contre les bactéries essentiellement. Alors, si nous ajoutons l'antibiotique, le docteur Dendere a parlé de l'azithromycine, c'est un macrolide qui est à même de pouvoir éviter les surinfections dues aux bactéries. Sinon, l'antibiotique n'est pas utilisé contre les maladies virales. Professeur Wango, comment les sujets âgés réagissent au stress lié à cette épidémie? Merci. Les sujets âgés sont beaucoup plus anxieux que les autres. Ils sont anxieux en partie pour eux-mêmes, mais surtout par peur de l'infection éventuelle de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs parents. Donc, ils vivent une anxiété qui est beaucoup plus augmentée que d'habitude. Et ils peuvent même parfois, excusez-moi le terme, péter les plombs. C'est-à-dire qu'ils maintiennent une certaine autonomie, mais à un moment donné, du point de vue psychologique, ça relâche. Et vous en avez qui soit dépriment, font une dépression très très importante. D'ailleurs, la dépression de sujet âgé est difficile d'ailleurs à diagnostiquer, parce qu'il peut sourire alors qu'il est très déprimé. Mais ils peuvent aussi se recroqueviller sur eux-mêmes, dans la mesure où ils ne veulent pas dire à leurs enfants « il y a quelque chose qui ne va pas à moi, je ne suis pas bien ». Ils se taisent. Et malheureusement, c'est lorsqu'ils ne veulent plus se taire, donc quand c'est trop tard, qu'ils le disent. Alors donc il y a tous ces aspects, aspects de peur, aspects de non-dit, n'est-ce pas, qui font qu'ils ont parfois des insomnies, ils ont parfois des réactions vives, un changement même de caractère, donc qui deviennent assez difficiles. Et surtout, au Burkina, il y a quelque chose quand même qu'il faut encore souligner. Lorsque on dit de ne pas aller dans les cérémonies, baptême, mariage et tout, les personnes âgées actuellement, vous ne pouvez pas les convaincre actuellement là, de ne pas y aller. C'est très difficile. Et je pense que c'est une réaction qui est assez dangereuse et pour elles-mêmes et pour les autres, parce que étant très très mal, ayant des pathologies diverses, là, c'est toujours mieux de rester chez soi. D'accord. Professeur Tamagda, pourquoi la communauté internationale pense que l'Afrique va enregistrer des millions de décès face au Covid-19? Je dois dire que nous sommes appelés des pays en développement. Et tout ce qu'il y a comme fléau, déjà on dit que nous allons subir, nous allons avoir beaucoup de pertes. Mais bon, on voit que la mortalité, par exemple, en Afrique, n'est pas aussi élevée qu'en Europe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les fonds? Quand la pathologie a commencé en Chine, les pays dits riches ont envoyé des avions rapatrier leurs ressortissants. Ce n'est pas un tremblement de terre, c'est un virus qui circule. Donc, leurs patriotes étaient en contact déjà avec le virus. Ils ont ramené le virus en Europe et c'est ça qui a diffusé. Et voilà pourquoi on a beaucoup de cas en Europe aujourd'hui. Mais nous, les pays africains, qu'est-ce qui s'est passé? Les pays africains qui ont connu les premiers cas, ce sont des Africains qui sont allés en Europe pour chercher ça. Alors, je pense que si nous avons le confinement, on suit les consignes du ministère de la Santé et on suit les recommandations de l'OMS, on peut venir à bout de cette épidémie. Alors, je pense tous les lavages de mains,
le port, on va revenir sur ces consignes sanitaires. Voilà, il faut respecter ces consignes et être discipliné, respecter le couvre-feu, respecter les quarantaines, etc. etc. Okay. En attendant de revenir sur ces consignes sanitaires, on va découvrir la question des téléspectateurs avec Viviane Otendre-Belgo. Avoisine 5% au Burkina Faso, alors qu'ailleurs on est autour de 3%. Pourquoi cela? Si ces chiffres sont vrais, pourquoi cela? Et est-ce qu'on dispose réellement du plateau technique au Burkina Faso pour la prise en charge des personnes infectées par le Covid-19? Madame Léa Bonkombu est à Ouagadougou. Elle aimerait savoir si on peut classer parmi les personnes vulnérables une personne qui a déjà eu une embolie pulmonaire et qui est asthmatique. Monsieur Barnabé Dao est à Bourg-du-Lasso. Il a deux préoccupations. Qu'est-ce qui a été fait pour que les personnes atteintes de Covid-19 puissent guérir? Il pose la question parce qu'il a l'impression qu'il y a comme un secret autour de ces guérisons-là. Qu'est-ce qu'on leur a donné pour qu'ils puissent guérir? Madame Aminata Kabouré est à Dakoya. Elle a deux questions. Est-ce que les papis et les mamies qui s'occupent de leurs petits-enfants sont eux aussi exposés au Covid-19? Est-ce que ces papis et mamies sont plus vulnérables? Comment? Pourquoi? Son autre question, c'est comment protéger ces enfants, les petits-enfants qui veulent toujours sortir jouer au ballon, jouer à la marelle ou à la poupée par ces temps d'épidémie. Madame Mariam Sylvie Drago est à Tampuy. Elle est inquiète. Est-ce qu'on peut aller acheter son pain à la boulangerie sans risque de contracter le Covid-19? Elle pose la question parce que dans certaines boulangeries, c'est la même personne qui sert le pain, qui prend l'argent, qui donne la monnaie. Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'aller acheter son pain aujourd'hui? Monsieur Pegnoende Kientega, Suisse Santé Maga Branfoura, il a plusieurs questions. Est-ce que le Burkina Faso utilise la chloroquine dans les traitements? Il a entendu également des rumeurs qui disent que boire chaud permet de se protéger du Covid-19. Est-ce que cela est vrai? Monsieur Moussa Amadou est à Gorom et sa question c'est quelles précautions prendre pour éviter le Covid-19 quand on est au Sahel. Et il a entendu dans les mesures gouvernementales que les regroupements de plus de 50 personnes sont interdits. Et est-ce que cette interdiction-là prévaut quand les gens respectent la distance d'au moins 1 mètre entre eux? Est-ce qu'ils peuvent se regrouper quand même? Monsieur Nyambre Bourema est à Ouargaï, il suit l'émission et il aimerait avoir une définition claire de la personne vulnérable. Aujourd'hui, qui est vulnérable au Covid-19? Il a remarqué aussi qu'on stigmatise désormais toute personne qui tousse ou qui éternue dans un milieu. Est-ce qu'il faut réellement les fuir? Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans notre contexte de poussière là, et d'Harmattan redéfinir des critères clairs qui puissent permettre de reconnaître qui est présumé être infecté de Covid-19. Il aimerait également que la sensibilisation intègre les personnes guéries du Covid-19 pour prouver aux populations qu'on peut en guérir. Monsieur Séverin Sonda, Suisse Santé Magagawa, il veut savoir si on peut contracter le Covid-19 en guérir sans se rendre compte qu'on a été touché. Il constate que dans le milieu, enfin partout, on conseille l'utilisation du gel hydroalcoolique pour prévenir le Covid-19. Et sa question c'est, est-ce que, puisqu'on utilise le gel hydroalcoolique qui contient de l'alcool pour prévenir le Covid, est-ce qu'en buvant des alcools forts comme le koutoukou, on peut se protéger du Covid-19? Monsieur Suleiman Compaoré est à Ouagadougou. Il aimerait que vous éclairiez sa lampe. Peut-on utiliser l'alcool
qui n'est pas du gel hydroalcoolique, l'alcool simple, pour désinfecter les poignées des portes, tout ce qu'on touche comme mesure de prévention. Un autre téléspectateur de Ouaga se demande si les cadavres sont contagieux. Il a remarqué que par ces temps qui courent, quand une personne décède du Covid-19, on hésite à remettre la dépouille à la famille. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les cadavres sont contagieux? Une autre question, est-ce que nos animaux domestiques ici au Burkina Faso peuvent nous transmettre la maladie? Un autre téléspectateur dit qu'il a entendu que l'Afrique risque d'être le continent le plus touché. Est-ce qu'il faut être aussi pessimiste que la personne qui a dit cela? Pourquoi d'ailleurs la personne a dit cela? Monsieur Fabrice Dakio est à Koudrou. Il est inquiet quand il regarde l'évolution de la maladie en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Est-ce qu'il faut qu'au Burkina Faso, on se prépare au pire, puisqu'en Afrique de l'Ouest, nous faisons partie des pays les plus touchés? Madame Aïcha Zerbo, épouse la Logo, est à Boromo. Elle s'intéresse au diagnostic. Elle veut savoir s'il y a des tests rapides pour savoir si on est touché par le Covid-19, comme on le fait par exemple pour le paludisme. Monsieur Assimi Diallo suit Santé Mag à Bogandé. Il se demande si les spécialistes ont prévu le pic de l'épidémie au Burkina Faso. On voit qu'en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis, on dit c'est dans 2 semaines, c'est dans 3 semaines. Est-ce qu'au Burkina Faso, vous avez prévu le pic de l'épidémie et quand est-ce qu'on peut avoir l'espoir de s'en sortir? Son autre question, c'est est-ce que le Burkina Faso dispose des capacités du plateau technique nécessaire pour faire face à un éventuel pic de l'épidémie? Il a également entendu que le fait que les Africains, beaucoup d'entre nous utilisent les antipaludéens depuis longtemps, cela va sauver les Africains du Covid-19. Quel est votre avis sur ce sujet? Un de nos téléspectateurs dit que le professeur Tanagda l'embrouille un peu dans sa compréhension des questions sur le Covid-19. En français facile, par exemple, quand vous dites désactiver le virus, ça veut dire quoi? C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Viviane Tendrebeo. Il reste 3 questions, donc après, il faut... Question des téléspectateurs. Pourquoi le taux de mortalité est de 5% au Burkina Faso alors qu'ailleurs on parle de 3%? Docteur Bienguéré. Le Covid, c'est encore une maladie nouvelle, comme je dis. Les chiffres qu'on avance, ce sont des chiffres qui doivent être contextualisés. Ce sont des chiffres qui doivent tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui sont vraiment propres à chaque pays, à chaque contexte. Et des données dont on dispose, on parle de mortalité qui peut aller de 3 à 5%. Je peux rassurer le téléspectateur que nous ne sommes pas au-dessus de ce qui est annoncé dans les études ou dans les différents pays. Et moi, je profite en même temps pour féliciter vraiment les équipes soignantes qui se battent jour et nuit pour pouvoir accueillir les patients, pour pouvoir les prendre en charge et pour pouvoir, bien sûr, en tout cas, mettre tout en œuvre pour que ces patients puissent ressortir indemnes. La même question de M. Kelem, c'est quel est le plateau technique réel dont on dispose ici au Burkina Faso? Pour la prise en charge du Covid, il faut déjà au minimum de l'oxygène. Ça au moins c'est le minimum. Et puis bien sûr des équipements de réa. Comme on le voit à la télé, le plus souvent les personnes qui décèdent de la maladie, ce sont des personnes qui sont en besoin d'assistance respiratoire ou des personnes qui ont besoin vraiment de réanimation. Et au Burkina Faso, vous avez vu que récemment, le ministère de la Santé a décidé de réquisitionner complètement un hôpital, notamment le CHU Tengango, pour pouvoir accueillir les patients qui sont malades de Covid. Et pour cet hôpital, il a été mis en œuvre un certain nombre de transformations pour répondre aux besoins des patients Covid. C'est-à-dire qu'un patient qui a aujourd'hui un problème cardiaque, une femme qui est aujourd'hui enceinte, une personne qui a besoin d'être dialysée, une personne qui a besoin de faire des examens radiologiques, etc., à partir du moment qu'il arrive à Tengango, il pourra bien sûr bénéficier du paquet d'activités
maximale pour pouvoir bien sûr soit être soigné, être pris en charge ou en tout cas bénéficier des examens qu'il faut. Pour ce qui est des équipements de réanimation, actuellement, à l'instant là où je vous parle, il y a de grands travaux qui sont d'être réalisés et qui seront prêts d'ici demain pour pouvoir permettre d'avoir un plateau de réanimation vraiment au top afin de pouvoir prendre en charge des patients qui ont un besoin de réanimation. Madame Léa Bonko, on aimerait savoir si on peut classer parmi les individus vulnérables une personne qui a déjà eu une embolie pulmonaire et qui est asthmatique. Professeur Ramon. Nous venons d'en parler. Lorsque vous avez un terrain favorable, à savoir déjà certaines lésions au niveau du poumon, certaines pathologies pulmonaires, pleurales ou autres, il est clair effectivement que lorsque le coronavirus arrive, il ne peut que compliquer ces aspects-là parce que les détresses respiratoires que l'on voit assez souvent effectivement, c'est une combinaison de l'action propre du virus, mais aussi des antécédents de pathologies pleuropulmonaires. Monsieur Dao, lui, il a des préoccupations. Qu'est-ce qui est fait pour que les personnes infectées de Covid-19 puissent guérir? Et puis, est-ce que c'est quel traitement qu'ils ont reçu? Parce qu'il a l'impression qu'il y a beaucoup de séquelles qui tournent autour de ces guérisons, docteur Diengeli. Pas du tout. Il y a un protocole de prise en charge qui a été élaboré. Et ce protocole est actuellement appliqué au niveau du CHU Tenango. Ce protocole a été ventilé dans plusieurs structures de santé. Et ce protocole, bien sûr, inclut un certain nombre de traitements, notamment la chloroquine, l'azithromycine qu'on donne. C'est une bonne surveillance des patients, c'est une bonne hydratation des patients. Et pour tous les patients qui ont besoin d'oxygène, ils sont oxygénés. La surveillance d'un patient qui a besoin d'assistance respiratoire est vraiment essentielle. La plupart des décès que nous avons observés, ce sont des patients qui sont venus tard. Ce sont des patients qui sont venus, qui sont décédés peut-être 1, 2 ou 3 heures plus tard. Donc, consulter précocement, se faire prendre en charge précocement, être surveillé par vraiment une équipe très bien, ce sont des éléments qui sont importants pour qu'on puisse obtenir la guérison. D'accord, donc vous avez répondu en même temps à la première question de M. Kendra. Professeur Tamnabda, est-ce que boire chaud permet d'éviter le Covid-19? Il y a le traitement de ma grand-mère qui dit que quand on avait un rhume, il faut boire un peu chaud. Mais il ne faut pas boire trop chaud de peur de brûler ses muqueuses et augmenter son mal. Alors, le virus, bien sûr, une fois qu'il est rentré dans les voies pulmonaires, il ne s'arrête pas au niveau des muqueuses. Il va aller davantage en profondeur, dont la chaleur pourrait ne pas être efficace. Alors, donc, on peut essayer, mais boire modérément quelque chose de chaud pour faciliter sa gorge, si ça peut psychologiquement être nécessaire. Sinon, ce n'est pas le traitement du Covid. D'accord. Est-ce qu'aller acheter son pain à la boulangerie peut exposer à la maladie? Parce que dans certaines boulangeries, c'est la même personne qui encaisse, qui manipule l'argent et le pain. Il ne faut pas que les gens... une source de... Oui, il ne faut pas exagérer. Et je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'inoculum du virus et une certaine quantité qu'il faut pour pouvoir infecter. Donc le pain qu'il a touché vraiment n'est pas un danger, mais il est bon quand même qu'il y ait quelqu'un à part qui prenne l'argent et quelqu'un d'autre qui serve le pain. C'est une question d'hygiène. D'hygiène, c'est ça. Ok, professeur, on veut compléter. Oui, pour ce qui concerne le problème du pain, il faut d'abord que celui qui vient pour servir le pain ait des solutions de désinfection de ses mains. Que ce soit le coronavirus ou autre chose, il ne faut pas servir le pain avec des mains sales. On ne peut pas porter même des gants. Voilà, mais le problème des gants est beaucoup plus complexe que cela. Parce que si vous portez les gants, vous allez toucher à plein de choses, vous allez tendre parfois, il y en a même qui sans se rendre compte, tendent la main ou autre. Non, il faut que la main du boulanger soit propre, lavée au savon et régulièrement désinfectée avec les solutions dont il dispose.
C'est une question d'hygiène, de distribution, il n'y a rien d'autre à faire. Et peut-être éventuellement mettre le pain dans des sachets. Il y a des sachets, comment vous appelez ça? Les boulangers le connaissent très bien. On sert le pain dans des papiers. Hein, on ne sert pas dans les papiers qu'on ramasse. Tout à fait, voilà. C'est des poches. Voilà. On peut peut-être déjà disposer le pain déjà dans ces enveloppes-là. Dans ces enveloppes-là, et puis lorsque vous arrivez... Oui, ils le font d'ailleurs même avant le coronavirus. Je pense qu'il suffit simplement d'améliorer et surtout de les sensibiliser pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent transmettre effectivement ou éventuellement, en tout cas, le virus par la distribution du pain. D'accord. Juste notamment, on observe qu'il y a des gens qui portent des gants. Effectivement, quand on va dans les boutiques, quand on va dans les pharmacies, et les gants, ça sert ils servent les médicaments, ils servent les produits alimentaires, dans les stations. Porter des gants, on a l'impression de se protéger soi-même, mais c'est une fausse impression. Parce qu'on peut facilement se contaminer, parce qu'on a l'impression qu'on est protégé avec les gants, donc on baisse la garde, et malheureusement on a beaucoup plus de risques de contaminer l'autre. Le plus efficace, c'est vraiment de se nettoyer les mains à l'eau et au savon, et lorsqu'on a du gel hydroalcoolique qu'on utilise fréquemment. Et comme on dit, et comme le professeur Tanagra l'a dit, il faudrait vraiment qu'on puisse séparer les personnes qui servent des personnes qui recueillent de l'argent, et puis bien sûr avoir le réflexe vraiment de nettoyer les mains. Professeur Wango, est-ce que confier les enfants, les petits-enfants à leur papier mamie ne les expose pas au Covid-19 parce que ces enfants veulent jouer toujours, ils sont en vacances surtout actuellement, ils veulent jouer au ballon, jouer à la poupée, ils sont tout le temps dehors et puis après, est-ce qu'ils n'exposent pas ces papiers mamie? L'essentiel, c'est de respecter les consignes et les recommandations d'hygiène. Et pour les enfants, et pour les papis, et pour tout le monde, les mamies. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher les enfants d'aller vers leur papy. Mais s'il se trouve que le papy a les mains propres, le papy, en tout cas, il prend les dispositions pour ne pas passer tout leur temps aussi à embrasser les enfants, les caresser et tout. Compte tenu du contexte, on peut trouver une espèce de solution d'hygiène beaucoup plus importante en exigeant par exemple aux petits-enfants de se laver les mains fréquemment en jouant, en limitant même les sorties des enfants pour jouer. Si on n'a pas suffisamment de place à la maison, mais on leur trouve d'autres jeux. Il y a le ludo, par exemple. Ils peuvent jouer au ludo. Il faut changer les habitudes. Il faut changer les habitudes. Il ne faut pas laisser les enfants aussi gambader hors de la maison comme ça. Il faut absolument prendre de nouvelles dispositions et les papis doivent même aider à cela. Hein? Donc les enfants ne sont pas dangereux pour les papis. Je crois qu'il faut juste changer les habitudes. Okay. Quelles précautions prendre pour éviter le Covid-19 quand on est au Sahel, professeur Talmagda? La personne a entendu qu'il faut éviter les regroupements de plus de 50 personnes, donc, et puis respecter la distance d'1 mètre entre deux personnes. Oui. Est-ce que... Bon, les consignes sont les mêmes sur l'ensemble du territoire. Hein. Il n'y a pas une particularité pour le Sahel. Mais la difficulté, c'est que quand 50 personnes se retrouvent, alors comment on peut être sûr que chacun a respecté 1 mètre? Donc il vaut mieux éviter ces regroupements parce qu'on est dans une situation de pandémie. Il faut vraiment éviter. D'accord. Docteur Diendéré, M. Ambré Bourema veut qu'on revienne sur la définition de la personne vulnérable. Il a remarqué qu'on stigmatise également toutes les personnes qui toussent, qui éternuent en public. Est-ce qu'il faut réellement les fuir, surtout que nous sommes dans un contexte de poussière où ces maladies sont très très fréquentes. Il aimerait que la sensibilisation intègre également les personnes guéries du Covid-19 qui pourront convaincre les autres de dispositions à prendre et puis des résultats déjà obtenus par rapport à leur maladie. Pour le premier aspect, c'est que pour les personnes vulnérables, comme je dis, il faut contextualiser. Mais d'emblée, on peut dire qu'une personne vulnérable, c'est une personne qui est déjà fragilisée par une maladie ou par un contexte. La précarité est un critère de vulnérabilité. Le fait de n'avoir rien, le fait d'être pauvre, c'est un critère de vulnérabilité.
le fait d'avoir une immunodépression, comme ça a été dit, le fait d'avoir une infection à VIH, le fait d'avoir des traitements qui immunodépriment, parce qu'il y a des personnes qui prennent des traitements immunosuppresseurs, il y a des personnes qui prennent des traitements anticancéreux, il y a des personnes, il y a une question qui est sortie sur les personnes qui ont un traitement contre l'embolie pulmonaire, donc un traitement anticoagulant. Ce sont un certain nombre d'éléments qui, bien sûr, fragilisent la personne. Une personne qui a consommé beaucoup de tabac, qui a des poumons qui ne sont pas aussi bien importants qu'une personne qui n'a jamais fumé. Voilà. Les critères de vulnérabilité, ils sont vraiment très nombreux et c'est dépendant du contexte. Alors, le deuxième aspect, c'est par rapport à la stigmatisation. Je voudrais vraiment rassurer ici tout le monde que lorsqu'on a contracté la maladie, après, quand on guérit, on est guéri. Il n'y a plus de risque en fait de transmettre ça aux autres personnes. Effectivement, il nous est revenu qu'il y a des personnes malades quand ils ressortent en fait qui encore créent de la psychose autour d'eux. Mais il n'y a pas de raison. Une personne qui a eu le Covid-19, c'est une personne qui a par similitude, simplement, c'est différent, mais comme une personne qui a eu de la grippe. Voilà. À partir du moment que la personne est guérie, la personne n'est plus contagieuse. Maintenant, la notion de guérison est très importante. Le professeur Tarnada pourra revenir là-dessus. Nous, dans notre contexte, aussi bien qu'ailleurs, mais ici, pour déclarer une personne guérie, il faudrait faire un prélèvement qu'on envoie au laboratoire du professeur Tarnada, qui dit en fait que la personne n'excrète plus de virus dans le nez. Donc à partir de ce moment, on peut permettre à la personne à nouveau de sortir un peu. De sortir. Donc on parle de la levée d'isolement. Donc la personne peut à nouveau ressortir un peu. Est-ce qu'on peut contracter le virus et en guérir sans le savoir? Oui, j'ai toujours dit que tous ceux qui ont un système immunitaire robuste, assez fort, ils peuvent faire cette maladie sous forme de simple rhume, sans le savoir. Donc, ça existe. C'est comme je l'ai dit, hein, ce virus n'est pas particulièrement plus virulent que les autres. Alors, il y en a qui font un rhume léger, et c'est pour cela qu'on va le surveiller comme étant une infection respiratoire aiguë ou comme un syndrome grippal. Professeur, oui, malheureusement, pour les personnes âgées, c'est totalement différent parce qu'ils ont déjà des problèmes. Lui, il parle d'immunité robuste. Entre lui et moi, mon immunité est moins robuste que vous. C'est dire que les personnes âgées sont beaucoup plus à risque et sont beaucoup plus vulnérables justement à cause de cette question d'immunité aussi. D'accord. Est-ce qu'on constate qu'on conseille d'utiliser le gel hydroalcoolique dans la prévention? Est-ce que boire des alcools forts comme le Kutuku peut protéger du Covid-19? Professeur Wango? Non, écoutez, vous savez, les gens veulent profiter de tout pour glisser leurs propres problèmes. Je suis psychiatre et je prends en charge les sujets qui ont des problèmes d'alcool. Je dis déjà que le Kuturku, ou bien comment ça s'appelle, c'est des produits extrêmement dangereux. C'est des produits très dangereux même, parce que déjà, leur teneur en alcool, leur alcoolémie est très élevée, ce qui a des conséquences sur le cerveau, sur le foie, les reins, etc., etc. Il y a aussi que ça brûle. Ça brûle tout l'appareil digestif haut. Et ça provoque aussi un certain nombre d'ulcères chez certaines autres personnes. Plus tard, et d'ailleurs, tous ceux qui connaissent les gens qui boivent le Kuturku tout le temps, ils savent que vers la fin de leur vie, c'est véritablement des loques humaines. Ça se voit, parce que ça détruit un certain nombre de choses. Je crois que ce n'est pas le coronavirus seul que ça va détruire si on s'amuse à avaler ces produits-là. Moi, je déconseille fortement à ce monsieur, non seulement lui-même, de continuer à avaler du Kuturku, mais tout autour de lui, qu'il conseille aux uns et aux autres d'éviter ces produits-là, si c'est possible, parce que réellement parlant, ça n'amène aucun, disons, ça n'amène rien du tout de positif à l'organisme. Je peux juste compléter. On parle effectivement de la consommation d'alcool fort ou encore... Moi, je pense que comme on parle de chaleur, est-ce que c'est pas pour cela
En utilisant ces alcools, donc l'organisme va se chauffer. Il y a aussi, se laver avec de l'eau de javel, de l'eau chlorée, se mettre de l'eau de javel dans les narines, entraîner un certain nombre d'éléments. Mais non, en fait, tout ça c'est très agressif et ça peut bien sûr détruire. On va se rappeler les mesures qu'il faut pour éviter d'être contaminé. C'est vraiment se tenir à une certaine distance d'une personne qui est malade. On dit 1 mètre généralement, mais c'est le minimum. On peut bien sûr éviter de se porter la main, la main au niveau des yeux, au niveau de la bouche, au niveau du nez. Parce qu'effectivement, le virus peut être sur les surfaces. Lorsqu'une personne contaminée a toussé et a laissé partir des gouttelettes chargées de virus sur les surfaces, et quand on les prend, on les met effectivement au niveau des muqueuses et bien sûr la maladie se déclenche. On peut utiliser l'alcool pour désinfecter les poignées des portes. Oui. Et ça, c'est possible. Ça, c'est l'alcool 90 degrés, je pense. Oui, mais nous avons dit que 62%, 71% d'éthanol, c'est de l'alcool. Et le gel hydroalcoolique, il est composé essentiellement d'alcool et d'eau oxygénée, plus du gel. Donc, c'est possible. Est-ce que les cadavres sont contagieux parce que ceux qui sont décédés de la maladie, c'est vrai qu'il y a des dispositions particulières qui ont été prises pour... Initialement, oui, parce qu'il n'y avait pas de recommandation claire à la matière, dans le monde entier d'ailleurs. Et on était très calé sur les protocoles Ebola. C'est-à-dire quand une personne décédait, la famille n'avait pas droit de toucher au corps. Et bien sûr, la personne était inhumée dans des conditions très sécurisées. Mais à présent, depuis le 24 mars, il y a des directives qui sont sorties, émanant de l'OMS d'ailleurs, qui dit que le corps n'est pas contagieux. Bien sûr, avant de donner le corps à la famille, on fait un minimum de désinfection. Et puis bien sûr, on remet le corps à la famille pour pouvoir bien sûr pratiquer les rites traditionnels, religieux qu'il faut. Professeur Tamara, est-ce que nos animaux domestiques ici au Burkina peuvent nous transmettre le Covid-19? Initialement, par la définition du Covid, on dit que c'est une zoonose. Ça veut dire qu'une maladie qui peut se transmettre des animaux vertébrés aux humains de façon naturelle et vice-versa. Alors, on a dit que c'était la chauve-souris qui était le réservoir et le pangolin en Chine qui était l'autre intermédiaire. Alors, nous avons vu des études, des articles où 2 chiens étaient contaminés par leur propriétaire qui étaient déclarés positifs au Covid à Hong Kong. Donc c'est les hommes qui ont transmis la maladie aux chiens. Et en Belgique, il y a un autre qui est positif au Covid, qui a transmis la maladie à son chat. Mais scientifiquement, l'inverse n'a pas encore été prouvé, mais tout de même, il faut faire attention, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il n'y a pas des animaux qui sont proches du pangolin, sur le plan physiologique, sur le plan comportemental. Il faut toujours faire attention, parce qu'on va dans l'approche One Health, One Health, et je me dis que dans la surveillance nosocomiale, tous les propriétaires d'animaux qui sont positifs, il faudra donc prélever chez leurs animaux s'il y a des chiens et chats, ce qui ne veut pas dire qu'il faut aller tuer tous les chiens et chats. Parce que... Parlant même de chauves-souris, on vient d'enregistrer des morts apparemment de beaucoup de chauves-souris. Donc je pense que la population doit faire attention également à ces animaux qui peuvent être aussi source de contagion. Mais bien sûr, je pense que si les chauves-souris venaient à mourir en masse, il fallait aviser les services vétérinaires qui devraient faire des prélèvements pour voir... En tout cas, nous avons reçu le communiqué, il a été lu même au 20h, à l'édition du 20h. Peut-être que les services vétérinaires sont au courant et que des prélèvements ont été faits. D'accord. Madame Zerbo, elle s'intéresse au diagnostic. Elle veut savoir s'il existe des tests rapides pour le Covid-19 comme pour le palu. Dans d'autres pays, on constate même les gens en circulation, on arrive à faire des prélèvements. Est-ce qu'ici cela existe? Alors, nous avons un protocole et que nous allons utiliser pour évaluer les tests rapides, parce que les tests rapides généralement détectent les immunoglobulines et cela arrive 5 jours, 6 jours après l'infection. Et pendant ces 5-6 jours,
qu'est-ce que celui qui a le virus dans son organisme, qu'est-ce qu'il a pu faire? Combien de personnes il a pu contaminer? C'est ça le problème des tests rapides. Mais du reste, nous on va les évaluer et les classer par ordre de mérite pour qu'on puisse les utiliser à large échelle, surtout au niveau périphérique. D'accord. Docteur Djendjere, est-ce que, ça c'est M. Dakou, vu l'évolution de la maladie en Europe et ailleurs, est-ce qu'il faut se préparer au pire ici? Et puis je continue avec la question de M. Diallo. Il se demande si le pic est prévu, le pic de l'épidémie est prévu à quel moment ici au Burkina Faso? Et puis est-ce que le Burkina peut espérer s'en sortir? Effectivement, voyons ce qui se passe ailleurs, avec des moyens de traitement sophistiqués. Il faut effectivement se dire que, enfin, on comprend tout à fait la crainte de celui qui pose la question par rapport à ce qui concerne le Burkina Faso. Tout va dépendre de la compliance de la population face aux mesures qui ont été édictées par le ministère de la Santé. Bien sûr, une population qui ne prend pas les mesures qu'il faut, confinement de la personne, notamment également la prise en charge de la personne contaminée, la recherche des contacts, et il est important que les contacts puissent se signaler assez tôt pour que ces personnes également puissent être confinées à la maison. Alors un certain nombre de mesures qui vont aider à ce que l'épidémie ne se propage pas. Actuellement, le ministère de la Santé a un certain nombre d'équipes qui ont fait une modélisation et ont fait des calculs pour dire au bout d'un certain temps, on pourra atteindre un certain taux. Donc ce sont des calculs qui sont faits, c'est vrai que je n'ai pas les chiffres, mais effectivement c'est un travail qui a été fait par le ministère de la Santé. Il y a une période de pic qui est prévue, qui est attendue? Les spécialistes l'ont fait, je n'ai pas exactement les chiffres. D'accord. Est-ce que, professeur Tamagda, est-ce que l'utilisation des antipaludéens va sauver les Africains? Quel est votre avis là-dessus? Nous attendons que notre essai nous donne des résultats. Et si les résultats sont bons, je pense que nous pouvons nous en sortir. Alors en Europe, la population est assez vieille, elle est vieillissante par rapport en Afrique où les jeunes prédominent. Donc c'est ce qui peut être notre chance, parce qu'on a vu, les jeunes contractent le Covid, mais moins que les personnes âgées. Merci. Ok, professeur Arnaud. Je voulais juste revenir sur ceux qui prévoient vraiment le pire pour les pays africains. Je pense qu'ils croient connaître les Africains. Ils pensent que, par exemple, nous ne sommes pas capables de fermer nos marchés. Et tout le monde sait ce qui se passe dans les marchés, donc la transmission est très facile. Ils pensent que nous ne sommes pas capables, n'est-ce pas, d'isoler nos villes qui sont atteintes. Ils pensent qu'en Afrique, ce n'est pas possible. Et c'est souvent ce genre de choses, je me rappelle, lorsque j'étais chef du programme SIDA, c'était exactement les mêmes prévisions. Une catacombe, comment ça s'appelle? Catacombe. Je m'excuse. Alors, donc, c'est dire que c'est des prévisions qui se font par des gens qui pensent connaître l'Afrique, qui en réalité ne la connaissent pas du tout. Parce que je suis passé à Roboto ce soir, j'ai vu que c'est fermé hermétiquement. Et quand je suis sorti, je suis allé à la frontière, aux frontières de la ville de Ouagadougou, c'est hermétiquement fermé. J'encourage d'ailleurs les autorités à tenir bon. Et je pense que ces prédictions-là seront tout à fait fausses. D'accord. Ok, professeur Tamagda, quand vous dites désactiver le virus, vous pensez à quoi? Ça veut dire quoi en français facile? C'est tuer le virus. Tuer le virus, voilà. Okay. Tuer le virus. Donc, on va à présent le deuxième de questions des téléspectateurs, c'est toujours avec Viviane Notiendre-Pego. Alors, M. Zakaria Ouedraogo est à Tampi. Il revient sur la question de la transmission. Est-ce que le Covid-19 est transmissible par les chiens, les poules et les autres animaux domestiques? Quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Est-ce qu'il faut complètement les sortir des maisons? Monsieur Boundaoné nous a appelé depuis Sendou. Il constate qu'on demande à tout le monde de se laver les mains, mais on ne demande pas à tout le monde de porter des masques. Pourquoi cela?
Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas ou bien c'est parce que ce n'est pas nécessaire? Madame Sankara est à Tangenda Souri. Elle demande quelles sont les mesures prises pour les femmes enceintes afin de les aider à faire face au Covid-19. Qu'est-ce qui est fait pour améliorer les mesures de protection dans les SMI? Et elle précise qu'elle est enceinte de 8 mois. Monsieur Mahamoudou Zungrana est au secteur 51 de Ouagadougou. Il a constaté que plusieurs personnes continuent de pratiquer des sports collectifs, boules, maracana dans les quartiers. Est-ce que c'est conseillé en ce maintenant? Quelle activité physique vous recommandez aux Burkinabés qui sont presque confinés? Madame Ariane Tapsoba dit qu'elle a entendu que les enfants peuvent contracter la maladie et être guéris sans présenter de signes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que pendant ce moment-là, ils peuvent transmettre la maladie à d'autres personnes? Monsieur Daouda Dembélé suit l'émission à Saint-Dou. Lui se demande au bout de combien de temps on peut déterminer que quelqu'un est atteint du Covid-19. Est-ce que cela est possible dès les 24 premières heures de la contamination? Un téléspectateur de FADA demande au professeur Wango s'il n'y a pas de risque de dépression, de démence pour les adultes qui sont soumis au couvre-feu. Il a appris qu'en Chine, il y a eu 30% de divorces en plus au sortir du confinement et en Europe, on constate une augmentation des violences conjugales. Comment faire, par exemple, quand on a une épouse acariâtre ou un mari impossible pour le couvre-feu de 19h à 5h du matin? Et quels conseils vous donnez pour tenir sans verser dans l'alcoolisme à domicile? Madame Zongo est à Samba. Elle demande quel est le type de prélèvement qu'on fait pour détecter le Covid-19. Est-ce que c'est sanguin? Est-ce que c'est de la salive qu'on prélève ou autre chose? Monsieur Sourabié Amadou est à Banfoura. Lui se demande quel est le niveau de symptômes qu'un malade doit avoir pour qu'on lui fasse un prélèvement. Monsieur Emmanuel Nikiema à Bobo Djoulasso a 3 questions. Comment fait-on pour traiter les premiers types de coronavirus, puisque celui-là n'est pas le seul? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces mêmes méthodes-là pour soigner ce coronavirus 19-là? Et son autre question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un seul laboratoire au Burkina Faso de référence? Pourquoi il n'y en a pas à Bobo et à Ouagadougou, mais à Bobo seulement? Et son autre question, sa dernière, c'est à quel âge est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est vieux et qu'il court plus de risques d'attraper le Covid-19? Madame Mariam Sourabié est à Banfoura. Elle se demande si le diabète est un facteur d'aggravation de la maladie quand on a le Covid-19. Son autre question, c'est est-ce que ce virus-là est sexuellement transmissible? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Donc, deuxième de questions des téléspectateurs, il y a des questions qui ont déjà été répondues, notamment les animaux. Est-ce que le Covid est transmissible par les chiens, les poules? Donc, on avait dit pour le moment, il faut laisser ces animaux tranquilles. Il faut les laisser tranquilles. Le professeur Tamagda avait déjà dit ça. Donc, les animaux. On demande à tout le monde de laver les mains, mais on ne demande pas à tout le monde de porter les masques. Pourquoi cela? Docteur Guigné. L'usage du masque est justifié par le fait que si on est à proximité d'une personne qui tousse, qui est enrhumée, et donc qui éternue, le risque d'avoir des gouttelettes sur soi ou projetées sur soi, qui puissent être des gouttelettes infectantes, est élevé. C'est la raison pour laquelle on dit de porter des masques. Si on est seul dans un environnement qu'on est assis, il n'est pas utile de porter un masque parce que le virus ne se promène pas dans l'air. Il n'est seulement porté que par les gouttelettes respiratoires. Par contre, lorsque la personne contaminée tousse et qu'elle déverse ses gouttelettes sur les surfaces, on peut être contaminé par ces gouttelettes. C'est la raison pour laquelle le professeur Tadagda dit au début, on peut avoir une durée de vie du virus qui est prolongée. Donc, avoir du virus sur les surfaces peut être vraiment contagieux. Le lavage des mains est un acte important. Est-ce que des mesures ont été prises au niveau des SNI pour améliorer les mesures, pour améliorer la protection des femmes enceintes? C'est l'inquiétude d'une femme enceinte de 8 mois. Est-ce que des dispositions particulières ont été prises?
Déjà, pour les femmes enceintes, c'est un terrain à risque. Les gynécologues sont très bien informés de la question. Et jusqu'à ce jour, au Burkina Faso, nous avons 2 femmes enceintes qui sont hospitalisées actuellement à Tangango. Il y a des mesures qui sont en tout cas mises en place pour pouvoir briefer, former le personnel de santé, y compris bien sûr le personnel des maternités, afin de pouvoir surtout sensibiliser sur les conduites à tenir devant les femmes enceintes. Professeur Wango, est-ce que ça c'est Mme Zoubrana qui a constaté que malgré tout ce qui a été fait, les gens pratiquent les sports collectifs, pétanque, maracana. Quel type d'activité physique conseillez-vous en ces temps de confinement? Bon, moi je pense que on ne peut pas conseiller un type de sport qui ne soit pas un sport de contact. Dans la mesure où, dans les mesures préconisées par le ministère de la Santé, il faut être à 1 mètre l'un l'autre. Deuxièmement, il se trouve qu'on transpire beaucoup pour certains sports, ce qui fait que si on les pratique seuls, en faisant par exemple des footings et autres, c'est toujours conseillé. Mais c'est les sports de contact qu'il faut éviter pendant cette période-là, c'est tout. Sinon, tout type de sport... c'est bon, par exemple le football, c'est un sport de contact que vous le voulez ou non, le basket, le handball, etc., etc. Mais la course, ça ne pose aucun problème. Il ne faut pas se mettre à faire du judo pendant cette période-là. Le karaté, etc., il faut attendre un tout petit peu avant de le prendre ces entraînements-là. D'accord. On a déjà répondu à la question de Mme Tapsoba qui veut savoir si les enfants peuvent contracter la maladie et être guéris sans présenter les signes. Ça, c'est vrai. Même des adultes peuvent contracter la maladie. Puis, donc, M. Dambélé, lui, il demande au bout de combien de temps on peut déterminer que quelqu'un est atteint du Covid-19. Est-ce possible dès les 24 heures premières? Les 24 premières heures de la contamination. C'est le temps d'incubation, si j'ai bien compris. Est-ce qu'en 24 heures, c'est possible de savoir que quelqu'un a le Covid-19? Professeur Tarnagda. Oui, au tout début, les gens ont parlé d'une période d'incubation allant de 2 à 14 jours. Mais on s'est rendu compte qu'il y en a qui vont au-delà de 14 jours. Le maximum, c'est combien de jours? Bon, jusqu'à présent, il y en a qui vont jusqu'à 28. Et c'est ça qui a fait que la maladie a pu diffuser très rapidement en Europe. Parce que ceux qui ont été transportés, on les a gardés pendant 14 jours, on a libéré certains qui avaient le virus. Alors donc, les études sont en cours pour permettre de déterminer effectivement la période d'incubation. Mais la PCR que nous faisons peut détecter très précocement, parce que c'est des antigènes que nous recherchons. Et comme nous sommes en train de faire les analyses, on verra au bout d'un bon bout de temps comment on va faire les statistiques pour pouvoir déterminer la période d'incubation. Docteur Genguero, comment a-t-on fait pour traiter les premiers types de coronavirus? Ne peut-on pas utiliser les mêmes méthodes pour le Covid-19? Pour les causaux coronavirus, il n'y a pas de traitement. Ça n'existe pas. Le professeur Tanagda certainement va confirmer. Seulement, ce sont des coronavirus qui sont moins virulents. Ils donnent des symptômes bénins. D'accord. Ok, professeur Wango, à quel âge peut-on dire que quelqu'un est vieux et qu'il court plus de risques vis-à-vis du Covid-19? C'est une question très facile. On est vieux à partir de quel âge au Burkina? Voilà, le Burkina Faso a défini la vieillesse à partir de 60 ans. Mais c'est compte tenu, n'est-ce pas, de nos problèmes de développement physiologique. On est très fatigué à un certain âge. Bon, maintenant, ça s'améliore. Mais je pense que la définition officielle, c'est à partir de 60 ans. Et à partir de 60 ans, justement, les uns et les autres doivent effectivement faire très, très, très attention. Pas seulement au coronavirus, mais à un certain nombre de choses. Par exemple, là, nous sommes à 42 degrés. À 60 ans, il ne faut pas sortir pour aller se promener à vélo, pour aller de Zorna à Gouin.
l'organisme quand même a commencé à se fatiguer. Et je pense qu'il faut respecter toute son histoire, et physiologique et hormonale. Madame Sourabi Kabanfore se demande, on a dit que le diabète était un diabétique était, en tout cas le diabète était un facteur d'aggravation, ça rendait la personne vulnérable au Covid-19. Son autre question, est-ce que ce virus est sexuellement transmissible? Le seul produit corporel qui contient du virus, pour l'instant qui a été démontré, c'est les selles. Les selles. Simplement parce que la personne qui tousse avale le virus et le virus se trouve dans les selles. Et cela a encore été montré chez quelques patients. Pour l'instant, il n'a pas été montré la présence du virus, soit dans les spermes ou dans les sécrétions vaginales. D'accord. Est-ce que, professeur Wango, est-ce qu'il n'y a pas de risque de dépression, de démence pour les personnes adultes soumises au couvre-feu? La personne a appris qu'en Chine, il a eu 30% de divorces. En plus, au sortir du confinement en Europe, on constate une augmentation des violences conjugales. Comment faire pour... est-ce que ça va être la même chose ici? Bon, moi je pense que le confinement, le couvre-feu, c'est la recherche d'un changement même de comportement individuel. Si vous aviez auparavant des problèmes conjugaux, lorsque vous êtes obligé de rester à la maison, ces problèmes conjugaux-là ne peuvent pas être résolus ou discutés dans ce sens. D'autant qu'au Burkina, quand on a des discussions avec sa femme, on prend sa clé et on va s'asseoir dans les maquis et autres. C'est une habitude que nous avons prise. Et je pense qu'il va falloir qu'individuellement, nous puissions régler ces problèmes. Oui, nous organiser et nous dire que nous n'avons même pas le choix. Bon, si à la sortie du confinement, il y a des gens qui divorcent, il faut vous dire que avant le confinement, ces gens-là ne s'entendaient pas du tout. Le confinement devrait être une occasion pour régler les différents problèmes. Malheureusement, le confinement peut justement, de par la présence de l'autre, exacerber certaines rancœurs. Et ce sont ces rancœurs-là qui font qu'on se supporte même de moins en moins. Et il y en a même qui vont jusqu'à être violents vis-à-vis des enfants, être violents vis-à-vis de la femme, et c'est surtout les hommes. Hein. Et je pense que la dépression peut survenir malheureusement chez une femme qui est encore plus traumatisée qu'avant, par son mari violent et qui n'admet rien du tout. Surtout que les enfants aussi sont là, ils ne vont pas à l'école. Et il y a plein de gens qui ne supportent pas, mais je dois vous avouer que ce n'est pas beaucoup de gens. Il y a des tendances à la dépression, mais il y a surtout aussi des tendances à la violence. Et le conseil qu'on peut leur donner, c'est que il faut supporter, ça va passer. Ce n'est pas un confinement définitif. Et puis il y en a aussi qui seront tentés à s'adonner à l'alcool à la maison. C'est rare, hein? Vous savez, les gens ils boivent dehors. Et actuellement, envoyer un enfant aller acheter la bière, ce n'est pas dans les habitudes des Burkinabés. C'est quelques Burkinabés, et surtout les Burkinabés âgés, qui font ça. Sinon, les autres préfèrent sortir. Et généralement, ils prennent leur bière dans la journée. N'est-ce pas? Comme dans la journée, on peut sortir, s'asseoir sous un arbre ou quelque part. Bon, les gens trichent. On demande de fermer les maquis et autres, mais on peut aller acheter et aller s'asseoir quelque part seul ou à deux et boire sa bière. Ça, ce n'est pas interdit. Donc je pense que ça n'augmente pas l'alcoolémie à la maison ou en tout cas l'addiction à l'alcool à la maison. D'accord. Monsieur Ouane est à Dakar. Est-ce que sa question, est-ce que quand on fait le Covid, on est immunisé? Docteur Dilié. On peut se réinfecter. On peut se réinfecter et pour l'instant, les données en la matière sont divergentes. Il y a des personnes qui effectivement font la maladie, qui sont négatives et qui quelque temps après se réinfectent. C'est tout à fait possible. Professeur Tamarda, quel est le type de prélèvement qu'on fait pour détecter le Covid-19? Est-ce sanguin, de la salive ou quelque chose d'autre?
Alors, pour la PCR que nous faisons, c'est un prélèvement oropharyngé ou nasopharyngé, ou les deux à la fois, pour avoir la chance de retrouver le virus facilement. Voilà. Et à quel degré de symptômes chez un patient nécessite un prélèvement? Bon, on a déjà dit depuis le début de l'émission qu'il faut qu'il y ait la toux, il faut qu'il y ait la température, il faut qu'il y ait des problèmes respiratoires, parce que nous ne sommes pas allés encore à l'échelle de dépistage systématique. Donc c'est sur la base de la définition, surtout les gens qui ont été en contact avec les cas positifs ou qui ont voyagé dans les pays où le virus circule actuellement aisément. D'accord. C'était la dernière question des téléspectateurs. Que faut-il faire quand on pense être contaminé, Dr Djengiri? Quand on pense être contaminé, la première des choses, c'est d'abord de protéger les personnes qui sont autour de soi. Port de masque, respect vraiment des mesures d'hygiène, et puis bien sûr alerter rapidement les équipes d'intervention rapide. Il y a un numéro vert qui est là, qui est opérationnel, et qui permet bien sûr d'avertir une équipe qui va venir à domicile pour faire le prélèvement. Il faut insister, ce numéro vert au début, initialement, était limité à quelques postes, mais aujourd'hui, on a pas de 32 réceptionnistes qui, 24 heures sur 24, sont à l'écoute pour pouvoir écouter les plaintes des Burkinabés. Si jamais le patient ou la personne à la maison présente déjà des difficultés respiratoires, ne pas attendre à la maison, mais bien sûr aller consulter. Aller consulter, la première des choses à signaler quand on arrive, c'est effectivement j'ai des difficultés respiratoires, j'ai peut-être été en contact avec quelqu'un qui est malade, afin que celui qui est en face puisse prendre des mesures appropriées pour pouvoir se protéger elle-même. Et puis, effectivement, vous avez parlé de la quarantaine. C'est vrai que toutes les villes qui ont enregistré des cas de Covid-19 sont mises en quarantaine. Cela consiste à quoi? La quarantaine, c'est d'abord une mesure qui consiste à mettre de côté une personne qui a été en contact avec un cas confirmé. C'est différent de l'isolement. L'isolement met de côté une personne qui est malade. La quarantaine, c'est une autre mesure qui permet bien sûr à la personne d'être complètement de côté, donc être confinée. Le confinement est un type de quarantaine. Ou encore une mesure qui empêche d'entrer et de sortir, comme ce qu'on voit actuellement, bien sûr, pour certaines villes au Burkina Faso. Professeur Wango, quel conseil pour vivre bien le confinement? Il faut d'abord communiquer à la maison, communiquer avec madame, communiquer avec les enfants et surtout organiser des jeux de détente. Nous avons la possibilité de jouer au ludo, nous avons la possibilité de jouer aux cartes, nous avons aussi la possibilité de regarder ensemble certaines émissions de télévision qui sont culturelles ou autres et qui permettent aux enfants d'apprendre et aux parents aussi, pourquoi pas, d'apprendre. Et il faut surtout ne pas s'enfermer dans sa maison, il faut communiquer avec l'extérieur, appeler les parents, se rassurer en s'informant bien sur tout ce qui se dit sur le coronavirus et en échangeant avec la famille sur ça. Le père, par exemple, ne doit pas, avec son téléphone portable, manipuler le portable, la maman manipule le portable, on va regarder le coronavirus et on n'échange pas. Il faut mettre les informations en commun, les bonnes informations, et il faut faire attention aussi. Il y a énormément de fausses informations, de fake news comme on dit, qui circulent dans les réseaux sociaux. Mais il faut discuter de ça en famille. Il faut discuter, et quand on n'a pas véritablement la réponse, on peut éventuellement appeler. Il y a des spécialistes de la question qui sont disponibles et qui peuvent répondre, et surtout s'en référer à tout ce qui est dit concernant l'hygiène à domicile, se laver les mains, se laver soi-même. Moi, on m'a dit ce soir qu'il y a certains enfants qui, depuis, qui ne se lavent pas tous les 3 jours, c'est pas bon. Il faut que le père regarde comment les enfants respectent l'hygiène, que la maman respecte l'hygiène, que l'alimentation soit bonne et que... Ah oui, bonne et saine.
hein, et que, disons, on puisse organiser une atmosphère acceptable pour tout le monde, pour tous les membres de la famille. Ce sont des propos qui vont tenir de conclusion à cette émission. Donc, respectons les consignes sanitaires pour venir à bout du Covid-19. Restons à la maison. Toute l'équipe de Santé Mag vous retrouve après-demain, c'est-à-dire jeudi, pour vous parler des aspects socio-psychologiques du Covid-19. En attendant, prenez bien soin de vous, restez à la maison, restons à la maison et respectons les consignes sanitaires. Bonne soirée. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés.